Bien, bonsoir, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette 3e édition de Virtuality. Je suis Fabrice Barbin, le dirigeant d'une société qui s'appelle Synergies, et je vais vous parler aujourd'hui d'HoloLens. Alors, vous avez eu hier l'intervention de Othman Chieb de Microsoft qui vous a présenté HoloLens 2. Moi, je vais compléter finalement son talk en vous évoquant le cheminement d'HoloLens 1 à HoloLens 2. Comment on est passé de la preuve de concept à aujourd'hui une technologie qui est mature et sur laquelle on sent qu'il y a une adoption massive qui est en train d'arriver. Et en l'occurrence, pourquoi vous raconter cette histoire ? C'est qu'on est un acteur chez Synergies de la première heure sur la réalité mixte. On a commencé finalement notre voyage dans le pays d'HoloLens en 2016. En 2016, vous vous en souvenez peut-être, Microsoft annonce cette technologie novatrice, la commercialise dans un premier temps aux États-Unis et au Canada, en début d'année, et elle arrive en France quasiment pour Noël 2016. Il s'avère que dans le cadre des partenariats qu'on a avec Microsoft, on avait à l'époque réussi à acquérir la technologie un petit peu en avance de phase, et dès le milieu d'année, dès septembre 2016, on délivrait une première expérience HoloLens en France, et en l'occurrence, on sabrait le champagne, puisque la première expérience, c'était pour Moët Hennessy. On était parti sur un premier exercice, on ne le savait pas à l'époque, finalement assez ardu, puisque commencer à faire de l'hologramme avec des bouteilles en verre, avec des textures à respecter. Ce n'était pas forcément le sujet le plus simple, mais on s'est un peu fait les dents sur ce premier projet. Et puis sur les années qui ont suivi, on a enchaîné énormément de POC, des preuves de concept. On était sur de l'innovation. Les comptes voulaient tester en se disant, on sent que la technologie peut nous amener quelque chose, mais finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire ? Et on a finalement élaboré un certain nombre de projets dans des secteurs assez variés. Dans l'industrie, un petit peu à l'image de ce que vous voyez là avec cette expérience déployée pour Sidel, filiale de Tetra Pak, sur de l'assistance aux opérations. Comment finalement je forme mes opérateurs directement dans le contexte de leur mission au quotidien pour qu'ils soient plus efficaces à réaliser les tâches qui leur sont confiées. C'est un exemple. On a travaillé également dans le domaine du retail, avec Orange par exemple, sur des expériences sur point de vente, avec Klépierre, aménageur de centres commerciaux. Et on a démultiplié comme ça les réalisations. La majorité des cas, comme je le disais, c'était des POC. Et ce qui fait un POC, c'est quoi ? En général, c'est qu'on va être sur un scénario qui va être illustratif. On va être sur un scénario qui va être volontairement simplifié et qui va être en général fonctionnellement assez limité. Deuxième élément, c'est qu'en général, sur du POC, on va être sur une durée d'usage qui va être, elle, également assez limitée. Soit dans la journée, on va tester avec quelques opérateurs pendant quelques heures, ou quand on va être sur de l'événementiel, ça va être pour quelques jours. Et puis le plus souvent, on est sur un équipement qui est également ponctuel. On ne va pas déployer dans l'entreprise, on va plutôt tester, ça va être en marge, finalement, des pratiques habituelles. Et donc cette logique de POC, on l'a menée pendant à peu près 12 à 18 mois. On a consolidé comme ça un certain nombre de réalisations, et on a consolidé finalement des usages. On a vu ce qui arrivait comme grands usages autour de la réalité mixte en France. Je les ai synthétisés ici avec quatre visuels. Dans le domaine du retail, on a senti qu'effectivement il y avait des usages à développer autour de la sublimation de produits. Finalement, comment autour d'un produit, je peux faire du storytelling ? Comment est-ce que je peux le mettre en scène ? Comment est-ce que je peux restituer autour du produit physique tel qu'il existe ses codes identitaires, ou alors aller vers du didactique, accompagner, fournir plus d'informations sur le produit. Je vais pouvoir aller dans des logiques d'aide à la vente, un petit peu à l'image de ce visuel, où vous allez avoir un personal shopper qui, quelque part, va vous accompagner dans la configuration, dans le choix de vos produits sur des points de vente ou en événementiel. Et puis on peut aller dresser des scénarios beaucoup plus avancés avec des configurateurs de produits tels qu'ils peuvent exister par exemple dans le domaine de l'automobile aujourd'hui sur le web, les retrouver en expérience de réalité mixte. Donc tout un premier pool d'expériences vraiment centré sur l'expérience d'achat, sur le marketing. Deuxième pool d'usage, beaucoup plus centré sur toute la partie design, la partie aménagement, la partie agencement. Alors dit comme ça, c'est un pot commun assez large, puisqu'on va trouver autant le design de produits au niveau bureau d'études que de l'intervention sur du bâti, avec cette logique de BIM, où on va finalement pouvoir venir greffer de l'information directement sur le bâti,
en allant jusqu'à des logiques quelque part d'agencement, alors agencement de lignes pour l'industrie, ou à l'agencement de points de vente, par exemple, pour du merchandising. Troisième pool d'usage, autour de la formation, de la collaboration et de la data visualisation. Finalement, comment je mets autour d'une table un certain nombre de personnes pour qu'ils puissent partager un contenu à des fins de présentation ou à des fins de pédagogie, ou de visualisation d'informations. Et puis le dernier pool d'usage, sans doute le plus important en termes d'opportunités déployées, c'est autour de l'industrie et de l'assistance aux opérations. Comment est-ce que j'outille finalement mon opérateur pour qu'il soit le plus efficace possible dans les tâches qu'il a à réaliser? Derrière, on décline ça avec toute la partie expertise, support à distance. C'est vraiment amener de la valeur à mon opérateur qui est devant une tâche à réaliser. Ce que Microsoft appelle les first line workers, finalement ceux qui ont jusqu'à maintenant peu été digitalisés dans leur pratique. Ce sont les 4 premiers cas d'usage qu'on a vus et sur lesquels effectivement on se rend compte qu'il y a eu des premiers POC qui ont amené énormément de valeur. Ces premiers POC, ils ont permis aussi de faire ressortir quels étaient les enjeux autour de la réalité mixte, finalement les freins, les choses au-delà desquelles on devait aller pour vraiment généraliser. Premier élément, autour de la technologie en elle-même. Assez rapidement, au-delà de l'effet waouh, l'aspect extrêmement novateur de la technologie HoloLens, des premières remarques ont remonté, notamment sur le field of view, le champ de vision, effectivement un petit peu restreint. On avait des expériences et des hologrammes qui pouvaient être un peu coupés. Et donc effectivement, un des enjeux pour Microsoft était de dire comment est-ce qu'on peut aller au-delà, comment est-ce qu'on peut amener un champ de vision qui est plus large. Deuxième enjeu, finalement, pour passer sur l'adoption massive, l'adoption par l'utilisateur en tant que tel. Comment est-ce qu'on s'assure de l'acceptabilité de la technologie, de l'appareil, par les utilisateurs quotidiens? Ça passe par de multiples aspects, autant liés à la façon dont on va interagir avec l'information qu'au device en lui-même en termes d'ergonomie. Troisième aspect, autour de l'industrialisation. Comme je l'évoquais tout à l'heure, finalement, faire un POC sur un périmètre assez isolé, une durée restreinte, avec un appareil qui est quelque part sorti du jeu, c'est assez simple. Mais comment, finalement, est-ce qu'on passe à l'échelle? Comment est-ce que je passe de 2 ou 3 produits modélisés dans le cadre d'un POC à un catalogue complet de produits que j'intègre dans la réalité mixte? Comment est-ce que je passe de 3 procédures que j'ai modélisées dans une logique d'assistance aux opérations pour passer sur une capacité à modéliser l'ensemble de mes procédures de maintenance sur l'ensemble de mon parc de machines? Comment est-ce que j'outille la mobilité? Comment est-ce que j'outille la collaboration? Comment je passe à cette logique d'industrialisation finalement des pratiques? Et puis le dernier élément, c'est autour de l'intégration. Intégration de l'appareil en tant que tel. Comment est-ce que je suis capable d'utiliser HoloLens pour qu'il soit intégré dans les pratiques et dans les processus de mon entreprise et pas simplement un objet en périphérie? Et quelque part, c'est ça les grands enjeux qui ont été consolidés durant le premier cycle de vie d'HoloLens 1 et qui ont amené la réflexion autour de la naissance d'HoloLens 2. Et aujourd'hui, effectivement, on a HoloLens 2 qui arrive enfin sur le marché, qui arrive enfin à disposition et qui, on le constate, répond à pas mal de ces enjeux. Le premier, sur l'évolution, je vous le disais, certaines restrictions sur le field of view, le champ de vision. C'est sans doute l'évolution la plus notable qu'on a aujourd'hui avec HoloLens 2, avec un champ de vision qui, en termes de diagonale, a été multiplié par 2. Pour ceux qui ont testé les deux technologies, la 1 et la 2, voilà, le constat il est simple, l'expérience elle change complètement. Le deuxième élément également, c'est d'avoir cette capacité à adapter HoloLens en fonction des contraintes opérationnelles. Donc Microsoft a travaillé sur un renfort, par exemple, de l'audio sur des environnements contraints, des environnements restreints. De manière à ce que, par exemple, sur le bord d'une ligne de fabrication, quand on a extrêmement beaucoup de bruit, on puisse faire du pilotage audio qui soit extrêmement efficace. En allant jusqu'à des capacités de décliner l'offre HoloLens sur des approches matérielles spécifiques. Ce qu'on voit ici, c'est la déclinaison que Trimble fait de l'HoloLens standard en HoloLens durci avec son XR10. Donc on voit la gamme, quelque part, matérielle, évolue en tant que telle pour répondre à ces enjeux. Au niveau de l'adoption, le premier élément d'adoption, finalement, c'est le confort de l'utilisateur. Est-ce qu'en tant qu'utilisateur, je me vois porter un HoloLens sur la tête pendant X heures d'affilée?
Pour ceux qui ont essayé là également les deux versions d'HoloLens, la 1 et la 2, on voit une nette amélioration sur la capacité et la facilité avec laquelle on prend les HoloLens 2. La première, il fallait trouver comment mettre l'arceau, serrer, ajuster la visière. Ça se faisait, mais ça nécessitait de prendre un petit peu de pratique finalement pour être à l'aise avec ça. HoloLens 2 a été pensé totalement différemment et aujourd'hui se met simplement comme un chapeau, comme une casquette. Le principe qui a été adopté, et c'est ce qu'on voyait sur la vidéo, c'est qu'en fait ils ont testé en fait la design, l'ergonomie d'HoloLens pour que ça convienne à 95% de la population de plus de 14 ans dans le monde. Donc on voit une capacité effectivement à adresser un public extrêmement large en termes de support. Mais l'adoption, ce n'est pas que le facteur de forme, ce n'est pas que l'ergonomie, c'est aussi la façon dont on va manipuler l'information. C'est rechercher le côté naturel. On est toujours sur finalement ce graal de l'interface naturelle, comment j'oublie l'outil au profit de l'usage. Avec HoloLens 1, on avait déjà une nette amélioration de ce qu'on pouvait faire en termes d'interaction avec une information. Cette capacité déjà à libérer les mains d'un utilisateur pour qu'il puisse travailler réellement tout en ayant un support visuel dans son champ de vision. La capacité à parler avec cette capacité de reconnaissance vocale. On avait déjà des choses qui étaient extrêmement intéressantes. Pour autant, on était sur ce qu'on appelait des interactions indirectes. Je visais un hologramme avec un curseur, et quand le curseur était sur l'hologramme, je pouvais déclencher un certain nombre d'actions, notamment avec le AirTap. Fonctionnel, opérant, mais pour autant, nécessité d'apprendre. Finalement, ce geste du AirTap, il fallait l'apprendre à chaque utilisateur. Le gain qu'on a aujourd'hui avec HoloLens 2, c'est qu'on passe de l'interaction indirecte, je vise, je valide, à une interaction directe. Je vais attraper les hologrammes, je vais pouvoir les redimensionner, je vais pouvoir les retourner, exactement comme je ferais avec des objets physiques, réels, tangibles. Et donc, qui dit interaction directe de cette sorte-là, dit absence de courbe d'apprentissage. Et donc, en termes d'adoption par les utilisateurs, on réduit complètement le cycle de maîtrise de la technologie. Et vous le voyez à l'écran, on a sur cette petite vidéo le colibri, qui fonctionnellement n'apporte pas grand-chose en termes d'expérience. Quand vous démarrez cette application HoloLens 2, vous avez simplement un colibri qui vole à 2 mètres devant vous, et vous amenez simplement la main comme ça devant vous, et le colibri vient se poser et suivre votre main. C'est exactement le genre d'interaction qui fait passer de la technologie à la magie. Pour aller plus loin sur l'adoption, il a fallu travailler également sur l'industrialisation. Finalement, ce que Microsoft résumerait sur le time to value. Comment est-ce que j'amène au plus vite à mes utilisateurs de la valeur autour des scénarios de réalité mixte? Sur les premiers POC, en fait, on n'avait pas d'existant. Il fallait tout créer, ça prenait du temps. Microsoft a résolu cette problématique en fournissant déjà en standard un certain nombre d'outils sur des verticales, sur des scénarios assez récurrents. Le premier autour de l'aménagement. Comment finalement est-ce que je vais pouvoir donner la possibilité d'agencer une ligne de fabrication, un point de vente en simulant l'installation d'un certain nombre d'équipements et en étant en mesure d'interagir entre du virtuel, ma machine par exemple, et un mur pour prendre des cotes et vérifier par exemple que le débattement est suffisant. Donc une logique où simplement par logiciel, vendu avec les HoloLens, on amène cette valeur sur les scénarios d'aménagement. Scénario d'assistance à distance. Comment avec finalement mes HoloLens, je suis capable d'avoir l'aide d'un expert qui est à distance, qui va pouvoir voir ce que je vois, et qui surtout va pouvoir annoter depuis où il est mon champ de vision pour m'indiquer comment je dois dépanner par exemple une machine. Ça, je ne connais pas un seul industriel qui travaille dans le domaine manufacturier qui ne voit pas directement la valeur ajoutée de ce scénario quand il compare les coûts de ce genre de solution avec les coûts de déplacement de ces équipes support qui souvent doivent prendre l'avion pour aller sur des sites clients pour dépanner des machines. Et puis le dernier élément autour de la formation contextualisée, on l'a dit, c'est un cas d'usage assez récurrent, mais comment finalement je peux assez simplement décrire un cursus de formation en étapes assez simples, venir devant un environnement de travail, et ces étapes finalement les matérialiser par rapport à des pointeurs qui vont me dire où je dois prendre les différents outils pour réaliser une procédure. Donc j'ai le service méthode par exemple qui va formaliser les 10 ou 15 étapes d'une procédure de montage, qui va se mettre en situation, qui pour chacune des étapes de montage va venir flécher les éléments, les outillages ou les consommables que je vais devoir utiliser autour de mon environnement de travail. En tant qu'apprenant, en arrivant sur le poste de travail, j'aurai juste à prendre ces HoloLens et autour de moi seront en exergue les informations dont je vais avoir besoin. On voit un scénario extrêmement riche également qui apporte immédiatement de la valeur. C'est le cas pour les métiers directement pour appliquer.
Mais Microsoft a également essayé d'apporter de la valeur pour les développeurs. Pour les développeurs, ils ont amené des capacités avec Azure Spatial Encore de faire de la collaboration multitechnologie. Comment je fais cohabiter une expérience holographique entre du HoloLens et d'autres médias qui peuvent être sur d'autres plateformes, typiquement de la tablette. Comment, grâce à Azure Remote Rendering, je fais du streaming de 3D de manière à être capable de fournir à mes utilisateurs HoloLens des modèles 3D extrêmement qualitatifs en termes de nombre de polygones, la qualité ne pouvant pas être traitée en local par le device compte tenu de ses contraintes technologiques. Donc là, on fait du streaming finalement 3D comme on ferait du streaming de vidéo. On le fait depuis Azure. Et puis tout un tas de services complémentaires en allant sur l'industrie, par exemple, avec le Azure Digital Twin, ou allant vers le côté interaction naturelle, tout ce qui va être reconnaissance d'image, tout ce qui va être analyse de la parole avec les Cognitive Services. Donc de la valeur est portée également sur la partie industrialisation pour les développeurs. Au-delà de ce que fait Microsoft, les partenaires ont aussi créé leurs propres solutions pour accélérer les développements. Ce que je vous illustre ici, c'est une solution qu'on a conçue chez Synergies en ayant développé un certain nombre d'usages autour de la formation. Et on s'est rendu compte que le besoin il était toujours assez récurrent, besoin de se déplacer, besoin de collaborer pour déployer des circuits et des cursus de formation. Et donc on a créé ce qu'on a appelé chez Synergies HoloCase, une valise durcie dans laquelle vous mettez des HoloLens, une tablette qui joue le rôle de pilote. L'ensemble fonctionne sur un réseau local Wi-Fi, entièrement sur batterie. Vous n'avez pas besoin de connectivité extérieure, vous n'avez pas besoin de courant. Et dès que vous ouvrez cette mallette, vous êtes en expérience collaborative sur du HoloLens. Ça a été déployé aujourd'hui sur un certain nombre d'acteurs industriels pour équiper les équipes de formation. Mais au-delà de cette solution matérielle, en fait, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des besoins récurrents sur le processus en tant que tel de traitement. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, comment est-ce que je suis capable d'industrialiser la mise à disposition de contenu. Donc HoloCase, pour nous, c'est aussi une solution logicielle qui va nous permettre de faire le stockage externalisé sur le web de l'ensemble des contenus dont on va avoir besoin sur certains scénarios applicatifs, être capable de transformer ces contenus pour qu'ils soient compatibles avec du HoloLens, être capable de synchroniser ensuite ces contenus pour qu'ils viennent se déverser sur les HoloCase. Dans les HoloCase, être capable de superviser ce que vont faire les utilisateurs, d'avoir un retour vidéo notamment, et de pouvoir piloter les expériences, d'outiller la collaboration, mais également, pourquoi pas, de créer du contenu dans l'expérience holographique qui sera ensuite automatiquement resynchronisé pour être stocké sur l'outil de gestion. Et l'idée en faisant ça, c'est de créer un cursus complet, un flux complet, allant de la création de contenu, sa consommation et du reporting. Dernier élément en réponse sur les enjeux, la partie intégration. Je l'illustre ici avec le eye tracking qui a été rajouté sur HoloLens 2. Alors c'est un premier élément qui est utilisé en termes d'ergonomie en tant que tel, le fait de pouvoir interagir avec les hologrammes simplement en les suivant du regard. Mais au-delà de ça, en fait, l'eye tracking est utilisé aussi avec la mécanique de Windows Hello pour authentifier l'utilisateur. Tous ceux qui ont essayé finalement de se loguer avec du HoloLens 1, où il fallait saisir un mot de passe au clavier virtuel, seront contents de trouver effectivement du Windows Hello directement sur HoloLens 2. Le simple fait de mettre les HoloLens 2, vous êtes reconnu en tant qu'utilisateur et vous êtes potentiellement connecté à votre système d'information. Si je reprends un scénario d'assistance aux opérations, par exemple, John Doe, quand il met son HoloLens, automatiquement il a accès à son outil de gestion en interne, il fait sa procédure et aussitôt on sait que c'est lui qui a réalisé les travaux et donc c'est tracé dans le système. Pour moi, on a donc une offre qui est totalement à maturité aujourd'hui avec HoloLens 2. Vous connaissez sans doute la coupe de Rogers qui illustre l'adoption d'une technologie. Finalement, si on regarde ça par rapport au timing, sur 2016-2019, on a été vraiment sur le début de la courbe. On a été sur l'innovation, sur les inventeurs. Et aujourd'hui, on est sur cette phase d'accélération depuis fin 2019 et arrivée 2020 avec HoloLens 2, où on sent effectivement une vraie adoption massive de cette technologie. Il suffit aujourd'hui de regarder l'attente sur la disponibilité du device et les commandes qui sont déjà passées pour constater effectivement le besoin. Chez Synergies, on a adapté également notre façon de travailler depuis nos premiers pas en 2016 sur HoloLens. Au tout début, on était vraiment sur de la création de solutions à façon. Finalement, on était sur du mesure, on était sur de l'innovation, on défrichait. Et puis on a étoffé. On a édité ces solutions pour amener ce côté industrialisation avec les HoloCase. Et puis aujourd'hui, on distribue en tant que tel
les HoloLens et les licences associées, puisqu'effectivement, il faut bien pouvoir déployer. Et parce qu'une technologie, finalement, n'a de sens que si elle est utilisée par les utilisateurs finaux, on a également étoffé notre offre avec une logique d'accompagnement. Aujourd'hui, l'idée, finalement, c'est pour Synergis d'accompagner le développement des usages d'HoloLens en suivant son évolution. Merci de votre attention.